Bonsoir et merci d'être au rendez-vous tous les mardis soirs pour Top Sport, la seule émission de sport qui mérite d'être regardée. Avec nous ce soir, Philippe Alexandrino, qu'on ne présente plus, le grand patron du hand de Réunionnais, ex-excellent joueur de hand. Nicolas Avriyama, qui était là déjà la semaine dernière, qui va nous parler de la course de l'Éden. Vous nous aviez commencé à nous en parler la semaine dernière. Là, vous allez nous faire la conclusion de cette course de l'Éden qui a eu lieu sous des trompes d'eau. C'est bien cela? On va rectifier un petit peu. Allez, rectifier. Il a plu la veille. Le départ a été donné sous un petit embrun, on va dire. D'accord. Mais ensuite, il sera terminé vraiment sous un soleil. D'accord. On va vous montrer les images. N'oubliez pas de regarder les images, mais les images ont été tournées, comme par hasard, sous la pluie. Sous la pluie? Ah, vous allez voir. Ensuite, on est avec nous également. On a avec nous également Ludovic Ferrer, qui va nous parler de swimrun. Là, qu'il pleuve ou qu'il vente, c'est pareil, parce que vous êtes souvent dans l'eau, parfois par terre. Voilà. Et puis, hélas, comme toutes les semaines ou presque, il faut annoncer un avis nécrologique. Maurice Lallemand, qu'on ne présente plus, également un des grands pilotes de l'époque, Maurice Lallemand, est parti, comme il n'y a pas si longtemps, Gontier, qui était parti également. C'est des grands pilotes de l'époque. Comme quoi, eh bien, la vie s'est arrêtée pour eux, mais ils nous ont permis de vivre de grands moments dans les rallyes. Et Maurice Lallemand, donc, est parti la semaine dernière. On va commencer cette émission avec un petit clin d'œil au basketball. Johan Guillou fait beaucoup de bien à ce sport qui a repris il y a quelques semaines. On a vu des matchs intéressants à Saint-Denis, nous sommes allés les filmer, bien sûr, ces matchs. Et là, on regarde un petit clin d'œil au basket. On regarde tout de suite. Je peux te laisser, allez. Rendez-vous tous les matins. Tous les matins? Oh! Basketteur, Mets le basket! Passe! Les gars, vise bien des... Touche. Mon ballon! Personne ne résiste à l'appel du sport. Alors mets tout de basket avec la Ligue réunionnaise de basket. C'est pas mal, hein, Philippe? C'est bien, je pense que... Il a fait ça. Ah oui. Ça devrait attirer d'autres personnes vers le basket, parce que le basket, comme les autres sports, a perdu quelques éléments avec le Covid. Et ces petits clips comme ça pourraient permettre au basket de retrouver sa plénitude. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? Exactement, parce qu'il a trouvé un très bon support. Le grand support, c'est Top Sport, bien sûr. Voilà, dans cette présentation. Et comme le basket, c'est une activité de rue aussi. Il ne faut pas quand même... Aux USA surtout? Aux USA. Je pense que là, d'après ce que j'ai entendu, les licenciés commencent à de nouveau à fréquenter revenir. Les différents plateaux. Oui, les différents plateaux. Les matchs de basket qui ont eu lieu là, il y a 15 jours, nous y étions. Les matchs ont été de bonne facture. On n'aurait pas dit que les basketteurs s'étaient arrêtés, involontairement bien sûr, et ils ont repris, et l'adresse était là, la tactique était mise en place, et l'enthousiasme des 10 sur le terrain était à nul autre pareil. On a assisté à des matchs de très bonne envergure. Ludovic Ferrer, qu'en pensez-vous de ce petit clip sur le basket? Franchement, très dynamique, ça fait sa mise sur la jeunesse, justement. Et pour revenir un petit peu sur le niveau après Covid, je pense que personne s'est arrêté pendant le Covid. Au contraire, hein, même dans tous les sports, on a vu que les gens ont profité de cette coupure pour s'entraîner 2 fois plus. Vu qu'ils ne travaillaient pas, ils étaient entre guillemets confinés. Donc ils en ont profité pour mettre plus d'entraînement encore. En tout cas, nous, dans notre sport, c'est ce qu'on constate. Oui, mais enfin, dans les autres sports, on a constaté quantitativement une baisse certaine, une certaine baisse aussi. 30% en moins en basket, 30% en moins, 40% en volley. Bref, on a perdu beaucoup d'éléments. Perdre, c'est facile. Les rattraper, c'est pas évident. Moi, j'ai ma petite réponse. Allez-y. Je pense que c'est le pass vaccinal, justement, qui fait un frein, notamment pour les accès aux EPR, les équipements recevant du public, où on sait, moi, dans mon sport, je vois très bien qu'il y en a qui, surtout chez les enfants, qui refusent de se faire vacciner. Comme c'est obligatoire, justement, à l'entrée de ces structures, ne s'inscrivent plus dans les clubs. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Philippe?
Non, mais moi je pense que, comme a dit Ludovic, ça a été pareil pour le handball. Quelque part, on sait très bien que le sport est vecteur de santé. Donc moi aussi, je reste persuadé que les gens n'ont pas arrêté de pratiquer. Après, c'est vrai, les mesures mises en place, ça a compliqué un petit peu les choses dans un premier temps, et petit à petit, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. En ce qui nous concerne, à la Ligue réunionnaise de handball, c'est vrai, avant que la situation Covid, on était arrivé à 4300 licenciés. Et là, aujourd'hui, on a galéré pendant 2 ans et on est revenu là à 3600. Donc, ça veut dire que quelque part, on est en train donc de retrouver un petit peu notre équilibre. Et je pense que d'ici, en tout cas la prochaine saison, j'ose espérer que tout rentrera dans l'ordre. Nicolas, vous étiez footballeur, arbitre de renommée. Et en football, comment ça se passe? Je vous parle à vous au football, parce que moi, je ne m'y connais plus du tout en football, depuis très longtemps. Et je ne connaîtrai plus du tout le football tant que certaines personnes seront en place. Oui, donc en ce qui concerne le football, moi, je suis tout à fait d'accord avec Ludovic et avec Philippe aussi en même temps. C'est-à-dire les gens ont continué de pratiquer une activité de pleine nature sans pour cela déboucher sur des compétitions. Et par rapport à ce que Ludovic disait, c'est ce pass vaccinal qui a freiné les compétitions. Ça, ce n'est pas uniquement au niveau du handball ou du foot, c'est pour toutes les activités sportives. Et là, quand on regarde, même dans les boîtes de nuit, ça freine aussi l'ardeur en fait, de ceux qui s'adonnent en fait, à cette activité d'épanouissement, c'est en ce qui concerne la danse. Alors, comment voulez-vous aller dans une discothèque, porter un masque en fait, pour pouvoir vous amuser? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Parce que sinon, de toute façon, on va faire référence ensuite avec cette bande musicale sur l'éternel bal masqué. 365 jours sur 365. C'est la compagnie créole, ça, non? C'est la compagnie créole, effectivement. Donc, vous pouvez chanter ça pour nous? Non. Je ne suis pas un chanteur, de toute façon. Je préfère faire chanter les autres. Voilà. C'est bien. Non, donc, si on pouvait retrouver nos licenciés, mais la plupart des sports essaient de revenir. Cyclisme, pareil. Ils reviennent, ça fait plaisir. Il y a un garçon à Saint-Joseph qui donne une certaine impulsion à son club. Bref, ils sont optimistes. Il y a eu des courses, il y en aura d'autres. Et pareil pour le karaté, pour tous les sports en fait. Les compétiteurs reviennent progressivement et ça fait plaisir. Du coup, nos meilleurs vont au championnat de France. Il y en a qui sont allés au championnat de France d'escalade. Oriane Berton. Très bon résultat. Ouais, excellent résultat. Excellent résultat sur le plan national. Mais ils sont tous les ans bons. Mais ça prouve en fait que l'entraînement ou la préparation ne s'est jamais arrêté. Parce que s'ils arrivent à se positionner sur le plan national, ça veut dire ça veut dire qu'en fait, premièrement, on l'a continué. On ne pourra pas dire de toute façon sur le réveil du phénix. En fait, il n'était jamais endormi. En fait. Donc, on a maintenu en fait... Fermé que d'un œil. Exactement. On a maintenu quand même cette aisance, cette dépense énergétique. Donc, ce n'est pas étonnant que ces personnes-là arrivent quand même à se placer sur le plan national. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que quand vous voyez une petite région comme La Réunion rivaliser sur le plan national, et ça, il faudrait quand même mettre en avant. Et pas seulement... En escalade, avec la petite Fontaine, entre autres, la fille de Agnès, qui est une des meilleures françaises. Et pas seulement ça, mais regardez en karaté, on est tout le temps les meilleurs. Regardez, il y a plein de sports comme ça individuels où les Réunionnais se distinguent. Effectivement. Et surtout dans le sport de combat. Oui. Parce que de nature, le Réunionnais, je ne dirais pas que c'est un cogneur, mais en fait c'est un battant. C'est un battant. Il excelle beaucoup plus dans ce domaine-là, c'est-à-dire les sports individuels. Et ça, je pense, Philippe, il y a eu quand même des résultats, je ne dis pas mitigés dans le sport collectif, mais les meilleurs résultats en ce qui concerne cette région, cette culture réunionnaise, se situent beaucoup plus sur le plan individuel. Regardez l'épée, l'escrime, avec Richard Tomara qui fait un travail extraordinaire. Ben, les Réunionnais, lorsqu'ils partent, eh bien, on peut dire qu'ils ne reviennent plus s'il n'y a pas de médaille autour du cou. Ce qui veut dire qu'en sport individuel, comme l'a si bien dit Nicolas, on est capable du meilleur. Exactement. Tout à fait. On est capable du meilleur. Je vais vous montrer quelqu'un. Je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez tous, même vous qui êtes le plus jeune, le plus grand coureur de fond à La Réunion. Pour vous, c'est qui? Ben, c'était Raymond Tangachi. Et pour vous?
Alors moi je dirais effectivement Tangachi et, Ouais. et juste après je récitais Plessis. Maximin, Maximin Plessis. Maximin Qui Plessis. courait avec un gars qui s'appelait Barbe, vous devez connaître. Ah oui, oui. Barbe et Plessis. Philippe, peut-être pas. Mais vous, oui. Et vous, rien du tout. Pour moi, c'est Raymond Fontaine. Oui, c'est plus récent. C'est vrai. Mais écoutez, puisque vous avez choisi Raymond Tangachi, vous aurez choisi quelqu'un d'autre, on aurait passé quelqu'un d'autre. On regarde tout de suite. Raymond, bonjour, vous allez bien? Bonjour. Ah, là où le Saint-Louis, là? Non, silence. Ah, c'est là-haut, ah, d'accord. Vous travaillez, vous travaillez un petit peu ce matin? Un petit peu, moi. Quand ça arrive là ce matin, au 8h du matin? Non, Ah. on rentre ici, 9h, Ouais. Dans le bus, dans le taxi, dans comment on peut? dans le corps. Dans le car. Et là, on va finir faire tourner, fini? Là, fini, je te recasse un petit coup. Où sont la partie, la Marseille? Dis-moi où sont la partie? Là-bas, Marseille, même. Après. Par le Marseille, c'est pas quoi on appelle pas? Non, là, le dernier, là-bas. Bras sec. Bras sec. Ah, ouais. Avec un sac bleu, ou parti. Ouais. Hein? Ouais. Vous l'avez jamais arrêté alors? Non, finalité, moi, il fait un petit roulement. Là, on fait un petit peu de temps en temps. Ou alors on ralentit un peu. Ouais, c'est ça. Mais quoi un peu? Non. Pour la masse, ça, les Pour la masse? Ouais. Quel âge on a là? 80 ans. Il rentre dans 80. Il rentre 80 ans. Oui, il est en 1943. Ouais. 7 juillet. Ben, lui encore en forme. En forme, ou là en forme, d'accord. Mais seulement, par le moment, le corps, il gâte. Il faut entretenir un peu. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Voilà, on va continuer à marcher encore, on n'arrête pas. Hein. Là, demain, ça va Si demain. arrête de marcher, c'est pas bon. Ah, Quand ah. on arrête de marcher, il t'en baisse. Et là, ça va demain. Quel côté il marche? Demain, il t'arrête pas là. On pose. Dimanche. Dimanche, Faut c'est respecter, la messe? C'est la messe? Non, la messe, ça, quand il pense. D'accord. Voilà Raymond Tangachi qui était le plus grand champion de course à pied, de longue distance à La Réunion. C'était le coureur aux pieds nus, Nicolas. C'est vrai. Et avec lui, effectivement, il y avait des garçons comme Barbe, il y avait d'autres coureurs qui essayaient de rivaliser. Mais Raymond Tangachi est juste inimitable. Vous savez, son métier, c'est le métier de sa vie. Il est marchand ambulant. Exactement. Ça lui va bien. Il allait prendre ses marchandises chez Zadvat à Saint-Denis et puis il passait dans toute l'île. Et on ne peut pas refuser une vente à Raymond Tangachi. Il est trop sympa, il est toujours pareil, il n'a pas changé d'un iota depuis 50 ans. Il reste vrai, hein. Et à partir de là, c'était le gars de Saint-Louis. Et toute la ville de Saint-Louis accompagnait Raymond Tangachi lorsqu'il faisait Saint-Denis-Saint-Louis à pied, en courant, pieds nus. Le fait d'être pieds nus même, la peau, comment il ne brûle pas là-dessus. Petite anecdote, Oui. Parce qu'il a couru en métropole aussi. Oui, il a fait essayé pas là-bas. mal Ouais. de courses en métropole. Et comme il était marchand ambulant, avant de revenir à La Réunion, il passait chez Tatsi. Il faisait son stock de provisions pour pouvoir vendre ici. dispatcher ici sur le plan local. Et là aussi, c'est quelqu'un que j'ai bien connu. En 69, j'avais fait le Tour de l'île Pédès. Lui, il courait dans l'équipe Tamoul et moi, je courais dans l'équipe de la Gauloise en 69. Donc ça date. Et à cette époque-là, il y avait encore Maximin Plessis, il y avait les Bittel, les Coindama de Brapanon. Oui. Voilà, les Simone de Saint-Benoît. Simone, c'est le plus ancien de Voilà, tous. voilà. Simone Lucien qui courait, nous a il quittés. devait avoir 68 ans. Voilà. Il avait des cuisses comme ça. Et c'était le gars de Saint-Benoît. De Saint-Benoît, effectivement, oui. Je crois que son prénom, c'est Marcel Simone. Non, c'est Lucien. Lucien Simone. Lucien Simone. Qui est décédé d'ailleurs. Et le stade de Saint-Benoît, c'est-à-dire le S'appelle stade de Lillette, s'appelle le stade Lucien Simone. Lucien Simone. Lucien Simone. Voilà pour la mémoire des C'est courses bien. à pied, Nicolas Aouyama. Et on peut dire que c'était la belle époque des courses. Effectivement, mais aujourd'hui, on ne peut pas... Aujourd'hui, c'est un autre niveau. C'était un autre niveau, parce qu'à l'époque, c'était la seule activité aussi populaire. Le cyclisme, c'était encore en balbutiement, c'est-à-dire tout le monde s'adonnait à cette activité. Pourquoi? Parce qu'il y avait moins de moyens de locomotion aussi. Hein. Il n'y avait pas de vélo, en fait, pour les jeunes. On partait à l'école à pied. Donc la seule activité qu'on pouvait faire à l'époque, c'était courir. C'était courir. Et pour moi, c'est une activité naturelle. Quand vous regardez ce qui s'est passé avec Tangachi, et maintenant, les meilleurs coureurs de montagne,
eh bien, ils sont dans les hauts. Quand vous regardez les Mafaté, les Jean-Pierre Grondin, les Benoît Grondin, même les Candassami ou la Plaine des Caves, les MAF, les Murat et compagnie, ils sont où en fait? Ce sont des gens qui ont l'habitude en fait, de courir. Et souvent, ce sont aussi des éleveurs. Ils ont l'habitude de courir derrière Derrière le troupeau. Derrière le troupeau, voilà. Parce que moi, je connais les bègues, en fait, là-bas, c'est des gens qui élèvent, et c'est d'excellents coureurs. Et leur entraînement, ils peuvent vous dire, de toute façon, c'est courir derrière les vaches. Donc, ils alliaient à la fois l'utile et l'agréable. L'utile et l'agréable. L'utile et l'agréable. Voilà comment on devient coureur de fond. Voilà comment on devient champion, en fait. Exactement. Si vous faites un petit peu le parallèle, là, donc il n'y a pas de comparaison. Quand vous prenez les Éthiopiens, dans ces pays-là, je ne me rappelle plus comment ils s'appelaient encore, les... Kalenji. Hein? Les Kalenji. Oui, c'est-à-dire ces garçons-là partaient à l'école, parfois ils faisaient 10 km, 15 km pour partir à l'école. Et les résultats étaient là, en fait. Le résultat de la course, pas de Les l'école. résultats de la course. Donc, en fait, ce n'était pas un entraînement, c'était naturel chez eux. C'était naturel chez eux. Voilà. C'est des grands coureurs, en fait. Les Haïlé Sélassié, bon, là où je donne quelques noms. Donc, Sélassié, oui. C'était des gens... C'était le déplacement naturel. Voilà. Ce n'était pas une contrainte, en fait. Et ils ont eu des résultats. Et ce qui est bien, parce que c'était l'intégration sociale aussi, parce que Sélassié a fait énormément pour son pays, et surtout pour sa population. Il a construit des logements pour, en fait, ses compatriotes. L'argent, en fait, qu'il gagnait à l'extérieur, il investissait dans l'immobilier pour pouvoir loger, en fait, ses compatriotes. Ses futurs athlètes. Donc, en fait, c'est-à-dire le sport, c'est un vecteur de rassemblement. À mon avis, de toute façon, c'est peut-être le meilleur des médicaments. Et ensuite, je pourrais dire, comme j'ai dit à Ludovic, avec Philippe aussi en même temps, il ne faut pas avoir uniquement une activité physique. Pour moi, c'est vraiment la culture au sens le plus large du mot. Mais la culture au sens le plus large du mot, mais le sport, la définition du sport même, c'est la course à pied. Le premier des sports. Enfin, je ne sais pas, voilà. Premier des sports On va dire c'est l'aspect du hand ou du basket ou du volley si on en... Oui, on va dire c'est l'aspect naturel. Un enfant, naturel, aussitôt, dès qu'il commence à marcher, le plus vite possible, il va commencer après à accélérer le pas. Et c'est ce qui l'amène après à faire pratiquer un la sport course à pied. ou aller sur une piste ou ailleurs. Voilà donc pour Raymond Tagachi, à qui on tire un grand coup de chapeau. On parle de Raymond comme s'il était parti. Non, Raymond est encore là, et bon pied, bon oeil. Et on va le recevoir bientôt dans Télécréole. Il m'a dit, ah non, mais il vient d'un autre de l'émission, pas un autre. Il me dit, bah ouais, mais on a bon goût au moins. Voilà, c'est comme ça qu'on va le retrouver dans quelques temps. Mais si on regarde Raymond, c'est quand même deux noms célèbres. Raymond Tagachi, excellent. Raymond Fontaine, multiple champion de France, champion d'Europe, en fait, de course de montagne. Donc c'est deux prénoms prédestinés. Ben oui. Il faut s'appeler Raymond. Bah, il faut s'appeler Raymond. Le seul Raymond qui a été beaucoup moins bon en course à pied, c'est Raymond Barre quand même. Il était un peu plus enveloppé. Non, c'est celui qui était un peu plus toujours en hibernation qu'il était à l'Assemblée nationale. En fait. Voilà, c'est celui qui dormait, qui rêvait à l'Assemblée nationale. Nicolas, il y a eu ce week-end la course dont vous nous avez parlé la semaine dernière, cette course de l'Éden. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé parce qu'on a eu quand même 2 champions de renom. C'est des personnes, en fait, qui, à mon avis, sont prédestinées à une carrière vraiment formidable. Je pense que le Fontaine, là aussi, c'est un nom prédestiné aussi. Vous avez Raymond Fontaine, vous avez Romain Fontaine. Il y a eu Chantal Fontaine. Chantal Fontaine aussi. Grande championne. Voilà, c'est une grande championne aussi. Et ça, ce Romain Fontaine, je pense qu'il va suivre, il est sur les traces un peu de Raymond Fontaine. Raymond était beaucoup plus au niveau de la course de montagne, c'est pas le trail en fait, c'est la course de montagne. Course de montagne, donc il faut se rappeler, c'est une distance de 17 à 18 km avec 1000 mètres de dénivelé. C'est ça le dénivelé qui tue. Voilà. Et en ce qui concerne le trail, là, il n'y a pas de dénivelé, il n'y a pas de distance. Il donne des pas où ça va. Voilà, donc ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle le trail court, ensuite la mi-distance et le trail long. Et là, maintenant, vous avez le championnat, en fait, de trail, c'est ce qu'on appelle dimanche, le trail court. Et au niveau de la plaine des Palmistes, ça sera aussi une première dans l'Est. Il y aura 2 championnats de trail cette année, en 2022. Le trail court, ça s'est passé sur Brapanon. Et le trail long, ça va être sur les 3 Pitons, au niveau de la plaine des Palmistes. C'est un petit clin d'œil que la Ligue, de toute façon, a voulu faire quand même à cette région Est, qui a des talents, mais qui ne sont pas souvent mis en lumière. Pourquoi?
Ah ben, c'est un problème culturel. C'est un problème culturel quand vous regardez un petit peu le développement. On a bien fait de prendre le philosophe Avriana avec nous ce soir. Hein. C'est ça. C'est un plaisir. Vraiment, on boit cette Tout à fait, parole. pour le sport, c'est intéressant. Voilà, c'est un problème culturel, hein, parce que quand vous regardez Saint-Denis, vous avez une communauté hétéroclite, c'est-à-dire avec des échanges, des machins. Sauf qu'au niveau de la région Ouest, ça reste figé. Donc, quand je dis la région Ouest, ça reste figé en matière d'infrastructure, en niveau d'encadrement et en niveau aussi, il faut dire aussi, volonté politique. Oui, volonté politique. Parce que là, la seule équipe, en fait, ça, je devais faire quand même un petit clin d'œil à notre président, la Cressonnière, c'est-à-dire la Cressonnière qui tient vraiment le haut de l'affiche, le handball. Mais quand vous enlevez la Cressonnière, après, c'est le désert derrière. Ah, dans l'Est. C'est dans l'Est. C'est dans l'Est. Le football, c'est très bien. Au niveau de l'élite, il n'y a presque plus rien dans l'Est. Le mot presque est en trop. Voilà. Il n'y a plus. Il n'y a plus rien dans l'Est. C'est-à-dire, c'est vraiment du balbutiement. Voilà. On fait de l'animation, on n'arrive pas vraiment à percer au plus haut niveau. Sauf en matière de jeunes. On a toujours de très très bons jeunes, mais il y a un palier. Il y a un palier, c'est cet accompagnement structurel et financier qui n'existe pas, et même aussi au niveau de l'encadrement technique. Quand vous faites le tour des associations, vous avez très peu de cadres dans la région Ouest, contrairement aux autres régions. Et c'est dû à quoi? Le climat? Non, il y a le climat, c'est-à-dire la plupart ne restent pas dans la région parce que, soi-disant, entre guillemets, il pleut trop. Et après, d'un autre côté, il y a aussi ce phénomène, comme je vous dis, culturel. Hein. Pour avoir sillonné la Réunion en long et en large, c'est une région quand même assez dépourvue en matière d'infrastructure, au niveau d'encadrement, sauf que la matière première est toujours omniprésente. On se bat pour pouvoir réveiller un petit peu les consciences, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Mais je suis un passionné, je suis un panonné, je suis quelqu'un de l'Est et je me battrai toujours pour la région Ouest. Continuez de vous battre. Nous, en attendant, on va montrer à Nicolas Avriama qu'il pleut parfois dans l'Est. On regarde la course de l'Éden et vous allez les commenter. N'oubliez pas de dire qu'il a plu. Hein. Pas de souci. Allez, on regarde. Ah oui, qu'il ne faisait pas trop de soleil là. Hein. Ouais, non, il n'y avait pas trop de soleil, c'est-à-dire le terrain était humide, mais il ne pleuvait pas. Heureusement que j'ai montré ça, sinon il allait dire qu'il y avait gros soleil. Non, c'est-à-dire qu'ils ont eu un temps vraiment splendide, une température quand même assez clémente pour pouvoir s'exprimer. Les flaques d'eau, ça a été ajouté par la municipalité. Ça, c'est les flaques d'eau de la pluie de la veille. La pluie de la veille. Moi, je suis parti à 2h du matin pour vérifier. Vous voyez comment Télécrol est plébiscité, là, hein, tout le monde appelle Télécrol, ouais. Et là, je viens de voir passer un de mes athlètes, là, c'est-à-dire Patrick Abrahanel qui vient de passer. Alors, avec des images de Jean-Loup Priano. Hein, Jean-Loup Priano. C'est-à-dire le fait d'avoir inversé la course, ça a été vraiment un régal pour la plupart des compétiteurs. Inverser le parcours. Inverser le parcours, ils étaient vachement contents. Méfiant sur la descente, beaucoup m'ont dit. Voilà, c'est-à-dire donc là, contrairement aux années précédentes, ils avaient quand même 13 km pour pouvoir s'adonner à leur passion, qui est le trail running, et ils avaient 4 km de descente, contrairement à ce qui se faisait auparavant, ils n'avaient que 4 km en fait de montée. Il faudrait savoir, le dénivelé n'est pas très important, ils ont 870 mètres de dénivelé positif. C'est pas énorme. Hein, c'est pas énorme. Et 870 mètres aussi de dénivelé négatif. Combien de coureurs au départ, Nicolas? Alors, il y avait 310 coureurs inscrits. Il y avait 284 au départ et 284 à l'arrivée. Tout le monde est c'est exceptionnel. Exactement. C'est-à-dire 100% en fait derrière. Et là, je tiens un coup de chapeau aussi à Philippe et Suzette, les deux piliers de cette organisation. Avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils ont pu quand même répondre aux désirata en fait, des compétiteurs. En tout cas, tout le monde était content. Hein. Tout le monde était content. Et regardez l'arrivée. Voilà, l'arrivée de Fontaine Romain. Et là, un petit clin d'œil aussi, parce que je ne sais pas si ça se fait en matière d'organisation. Le coureur qui arrivait, quelle que soit la personne, il avait son temps. Oui, vous avez eu direct. En direct. Malgré trop l'entraînement, avec le boulot, ça a été compliqué. Ça fait plaisir de reprendre la compétition comme ça, spécialement. Ça fait plaisir. Bravo. Je dis m'avais fait ça pour essayer de me motiver un petit peu. Mais franchement, il m'a gagné, mais il n'était pas vraiment. Le parcours était comment, le parcours? Le parcours,
toujours gras, toujours puissant comme d'habitude. Un vrai trail. Ouais. Un vrai trail. Ça ressemblait vraiment à un championnat de la Réunion. On sentait que c'était un championnat. Oui, comme hier, le monsieur qui a tracé ce parcours m'a dit, mais ça rapprochait un petit peu de la France, ça court jusqu'à la fin. Du coup, c'est ça, c'est bien. Que tu t'es barré, soit deuxième, ça te fait plaisir également? C'est le même club, hein? En plus, semaine dernière, on a fait une montée ensemble. Ben, nous deux, il n'y a pas vraiment d'entraînement, quoi. Ouais, mais voilà, la performance est là, mais c'est pas la perfection. Bravo! Premier junior. Théo, viens voir ici. Tout simplement incroyable. Théo, troisième de la course, alors que tu es seulement junior 1. Allez, présente-toi un petit peu, Théo. Je m'appelle Roméo, j'ai 18 ans et je fais de ce Bravo, championnat. quelle course, c'est le genre de course, c'est le genre de format. Ça fait longtemps que tu cours maintenant? Parle-moi un petit peu de cette course, comment Et tu es dans une famille de coureurs, c'est ça? Voilà. Un petit mot pour papa? Il fait péter, il est dans la course. Il est dans la course ici? D'accord. Félicitations, hein, parce que champion de la Réunion junior en terminant troisième chez les seniors, chapeau, hein? Merci. Allez. On va faire une photo. Et voilà. La première féminine qui gagne toutes les courses. Hein. En combien de temps? Une 55? Alors celle-là. Bravo Victoria. Pour Télécréole. Comment ça s'est passé aujourd'hui, Victoria? C'était différent que d'habitude, avec la montée par là-bas. Mais heureusement, parce que c'était bien glissant. Et après la descente, il fallait laisser dérouler. Le fait que faire attention aussi. Le fait que tu as un championnat de France à préparer, est-ce qu'aujourd'hui tu as été un peu prudente? Oui, toujours. Parce que moi, je prends jamais trop de risques. Mais après, je me suis fait plaisir quand même. Bravo Victoria. La semaine dernière. Oui. Elle est vraiment très, très sympa. Et tous nos voeux l'accompagnent pour le championnat de France. C'est évident qu'elle sera sur notre plateau, quel que soit le résultat qu'elle aura au championnat de France. Mais tu penses qu'elle peut faire quelque chose? Oui. Parce que ça, c'est une fille qui mérite d'être placée sur la liste des athlètes de haut niveau. Ça lui ouvre quand même des possibilités sur le plan financier. Sur le plan financier, avec les billets d'avion et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Voilà. Et ça, je pense, c'est ce qu'on avait fait à l'époque pour le triathlon. Et on avait placé quand même pas mal de petits jeunes là, sur la liste des hauts niveaux, comme Kelly, Babef, ensuite même David Ross à l'époque. On avait monté le dossier pour pouvoir le placer sur la liste des hauts niveaux régional. Et Babef, il n'est pas parti beaucoup plus loin, pourquoi? Non, c'est Kelly, ça, c'est de chez nous. Ça. Ah, d'accord, excusez-moi. Je parle des Babef de Saint-Denis. Je croyais que je parlais de Thierry. Ah non, c'est notre petit Kelly. D'accord, autre chose. Petite Kelly. D'accord. Qui est infirmière de profession maintenant. Voilà. Voilà pour cette course qui s'est très bien passée. Prochaine course, c'est quand, Nicolas? Ce week-end? Ce week-end, vous avez le Transvolcano et la Questang organisée par Jacques Murat. Et il y a surtout les 10 km de Saint-Paul. Et après, vous avez le championnat aussi, les 10 km de Saint-Paul. C'est pas après, c'est samedi. Hein. Donc là, actuellement, ça se bouscule. Plus le trail des Anglais. C'est le trail des Anglais qui arrive le 3 avril. C'est la semaine d'après. Mais pour ce week-end-là, on a surtout les 10 km de Saint-Paul. C'est chez nous, donc on y sera. Saint-Paul, on est à Saint-Paul. Et à partir de là, vous avez un favori? En ce qui concerne les 10 km de Saint-Paul, je pense que Jean-Marie Cadet. Jean-Marie Cadet. Indéboulonnable, comme l'année dernière. Exactement, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu sur le trail de l'Éden. Pour garder toute sa fraîcheur en fait pour les 10 km, parce qu'il a un objectif, c'est gagner les 10 km, et surtout pas uniquement les 10 km, pas uniquement gagner, mais faire le minima pour participer au championnat de France. Chez les dames. Chez les dames, là, la course est ouverte. Mais par contre, sa Victoria, si elle s'aligne sur les 10 km, elle va faire mal. Elle va faire mal. C'est une fille qui peut tenir 4 minutes à 22 km/h. C'est assez époustouflant. C'est époustouflant, ça. C'est décourageant, même. Oui, c'est certain. Non, mais c'est une approche quand même très intéressante en matière. En plus, elle est toujours souriante, toujours gentille. Ça vous inspire?
Oui, moi je mets une petite pièce sur Etef. Je ne sais pas s'il est là dimanche, mais j'ai vu qu'il avait fait quelques courses en métropole avec des bons résultats. Oui. Et chez les filles, ma métro, qui est toujours tenante du titre. Oui, je crois. ma métro, elle est toujours là, bien sûr. toujours sérieuse. Un petit clin d'œil pour le Sud. C'est ça. Ouais, et le coureur qui était à la base militaire à Saint-Pierre, qui avait gagné la course à Saint-Pierre, est-ce qu'il est encore là? Vous ne voyez pas de qui je parlais? Il y en avait beaucoup. Il y en avait qu'un qui a gagné la course à Saint-Pierre sur le front de mer. Et à Pays-Mât, il y en a beaucoup en fait de Saint-Pierre, c'est les militaires à l'époque. Il avait dû courir en 28. Les 10 km 10 km en 28, il n'y en a pas beaucoup. C'est une grosse performance. Non, c'est un des meilleurs Français. Il était de passage à La Réunion, il y avait un avion réparé. Ah, mais à Saint-Leu. C'était à Saint-Leu qu'il avait gagné dernièrement en moins de 30 minutes. Il a gagné à Saint-Pierre avant et il a gagné à Saint-Leu après. Ouais, c'est ça. J'ai oublié son nom. Moi aussi. Il était de passage, je ne sais pas s'il est toujours là, mais c'est vrai que les militaires ils sont de passage. Il y avait un avion qui était en panne, il devait venir réparer, et puis il a couru comme ça. C'est bon, ça. Ça. Ah, mais son nom, c'est personne. Voilà, c'est comme c'est ça. On n'a personne. Voilà, alors on va changer un peu de sport, on va venir vers vous, Ludovic Ferrer, on va venir vers vous avec une compétition qui a eu lieu ce week-end. Samedi, une compétition qui attire toujours du monde. C'est Axel Louise qui organise ça? Là, c'était moi le directeur de course. C'est vous le directeur? Sous la houlette de Axel Louise qui ouvre toutes les portes à Saint-Denis, parce qu'en fait, on est parti sur 4 piscines différentes à Saint-Denis. Et justement, pour préparer un petit peu la logistique avec la ville de Saint-Denis, on a toujours besoin. C'est ça qui est là. Non, mais ça y est, Philippe Alexandrino, avec la ville de Saint-Denis, le poids des années fait que, en fait, j'ai déjà pris. J'ai une retraite méritée. Donc je ne suis plus à la ville de Saint-Denis. C'est pas normal d'être un jeune retraité comme ça, Nicolas. En fait, on n'est jamais à la retraite. Voilà. C'est vrai. On est à la retraite sur le plan professionnel. Mais pas ça. Dans la tête, on n'est pas le bénévolat, on n'est jamais à la retraite. Absolument. Il travaille beaucoup plus là pour le hand. Voilà. C'est ce que je dis. Maintenant, je me rends compte que les journées sont beaucoup plus courtes qu'avant. C'est vrai. Donc voilà. Donc il y a de quoi s'occuper. Voilà pour le jeune retraité Philippe Alexandrino qu'on a toujours un plaisir de recevoir. Alors parlez-nous du swimrun express. Ça s'est passé comment, où, quand? Alors c'était une épreuve samedi soir, une épreuve qui normalement se fait dans les espaces naturels. À l'origine, ils traversaient l'archipel près d'Oslo en Suède, c'est comme ça que le swimrun est né. Le swimrun maintenant c'est une discipline qui est rattachée à la fédération de triathlon. Et nous, à Saint-Denis, vu qu'on ne peut pas nager dans la mer, on a eu l'idée de faire ça entre les piscines de Saint-Denis avec une jonction en course à pied entre les différentes piscines. Donc il y avait 5 sessions de course à pied. Tous les ans vous faites ça? C'était la deuxième édition là. Donc je vous avoue que la première édition c'était en mars 2020. On a été confinés la semaine d'après et c'était avec un vrai plaisir qu'on a pu remettre la compétition sur pied. Combien de participants? Alors sur la journée, on a eu 200 participants et on a eu près de 70 équipes sur la course S qui faisait 15 km de course à pied et 1800 mètres de natation au total. C'était dur, 1800 mètres. Sur les 4 piscines. Sur les 4 piscines, bien sûr. Donc c'est réparti. Il y avait 500 mètres au chaudron, 300 mètres au moufia. Enfin bon, voilà. On va dire c'est une ancienne page qu'on a tournée à ce moment-là. Oui. Voilà. C'est difficile parce qu'il y avait un petit peu de dénivelé en montant sur le moufia, mais c'est surtout l'enchaînement des sessions qui coupe les jambes. Voilà, c'est ça. Allongé debout, Nicolas, allongé vous qui êtes coach sportif, ça coupe les jambes. Ça. Exactement, parce que c'est deux activités tout à fait antinomiques. Exactement, parce qu'une c'est une activité portée et l'autre non. Donc, c'est-à-dire que taper ensuite pour repartir au niveau de la piscine, ensuite pour enchaîner derrière, c'est pas aussi évident que ça. On regarde quand même? Oui, avec plaisir. Absolument. Plaisir. On vous laisse commenter tout ça, Ludovic. Ce sont des images de Agnès Fontaine. Donc là, on est à la piscine du Chaudron. Donc, c'est un sport qui se fait en binôme. Donc, à chaque fois, on est obligé de courir à deux. Et là, on les voit enlever les chaussures avant de rentrer dans la piscine du Chaudron parce qu'ils arrivaient d'un petit tour sur le front de mer avant de repartir sur la piscine du Moufia. Donc il faut être super efficace sur les transitions. Oui, c'est là qu'on gagne du temps. Voilà, où on gagne du temps. Il y en a qui prennent leur temps justement pour se reposer et un petit peu récupérer. Et il y en a qui arrivent vraiment à enchaîner toutes les sessions très vite. Donc là, c'est un sport vraiment fun parce que justement, ou alors on se tire
Il y a un qui est plutôt fort en natation et un qui est plutôt fort en course à pied. Ça permet de compenser un petit peu les lacunes. Et surtout le fait d'être à deux, de se motiver. Et là, on a commencé de jour et on termine de nuit sur le front de mer. Donc les coureurs avaient la frontale à la fin et rentraient sur le front de mer de Saint-Denis. Le parcours, c'était les 4 piscines. Donc les 4 piscines, il y avait la piscine du Chaudron, la piscine du Moufia, celle du Butor et Aquanor qui nous avait aussi donné, on était en partenariat avec la piscine d'Aquanor. Et il y a une dernière session à la piscine du Chaudron, le centre même de la compétition était au Chaudron. Le point névralgique, c'était voilà. là. Ouais. Là on voit les adultes, mais il y a aussi des enfants qui ont pu faire une course découverte l'après-midi et un mini swimrun pour les tout petits à partir de 6 ans. Il suffit juste de savoir nager 50 mètres et on a fait découvrir ça aux jeunes du quartier et même aux jeunes de toute l'île parce qu'il y a différents clubs qui se sont déplacés. Je vois, là, on va aller sur la natation. Je vois que la technique, elle a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut donc nager avec un pool boy. C'est ça. Alors, la grande spécificité du swimrun, c'est qu'il y a un matériel autorisé. Il y a les plaquettes, donc c'est des petites plaques qu'on met aux mains, et le pool boy. Qu'on peut utiliser sur les sessions de natation. Il y a une grande course. Expliquez aux téléspectateurs, c'est quoi le pool boy, c'est une petite comment dire ? Il y a un petit flotteur là. C'est un petit flotteur en polystyrène qu'on met entre les jambes qui permet de supporter le poids des jambes justement. Donc ça aide un petit peu plus dans la position de la nage. D'accord, maintenant on le sait. Voilà. Et c'est vrai que pour avoir, on va dire, évolué un peu dans le milieu de la natation, je me rappelle très bien, ce sont les outils indispensables pour progresser. On a le pool boy et les plaquettes qui nous servent un peu de renforcement déjà, pour musculaire. apprendre à nager aussi, ça servait. Ouais. Ceux qui ne savaient pas nager, on leur mettait ça et puis nager. Et donc il y a une autre épreuve où on avait la spécificité, et ça je crois que c'est une première en France de faire ça en piscine, parce que comme je l'ai dit, normalement c'est en milieu naturel. On a une course qui se fait sur l'ouest et là qui longe toute la côte ouest avec des portions dans le lagon, Couru, etc., à Saint-Leu, et qui est aussi une très très belle course. Et c'est un sport justement qui amène énormément de néo-pratiquants, de non-licenciés, parce que soit ils pratiquent l'une des deux disciplines et on arrive à avoir justement des gens qui ne sont pas du tout triathlètes et qui s'essayent aux disciplines enchaînées via le swimrun. Pour nous, le triathlon, c'est vraiment un sport d'appel et on arrive à avoir des nouveaux licenciés grâce à ce sport. D'ailleurs, à l'issue de la compétition, on a eu des demandes d'adhésion au club. Vous avez fait signer tout le monde là ? Pas tout le monde, on aurait bien aimé, mais on a eu des demandes pour signer au club après ça parce que justement, ils se sont régalés. Tout un chacun se dit qu'il n'y a plus de licenciés chez nous, tandis que vous, il y a un afflux après une telle compétition. C'est vrai, alors comme disait Philippe tout à l'heure, la plupart des sports, je pense, ont enregistré une baisse de 20%. Tous. Et au triathlon, la première année, on était dans le même cas, mais là, cette année, sur la saison 2021-2022, on retrouve nos niveaux d'avant Covid. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour le sport en général, je pense. Ouais. Inespéré, parce que c'est pas évident, d'autant plus que Covid, il est fini, il n'est pas fini, on ne sait pas, il n'est pas fini, la preuve. Et là, vous retrouvez votre lustre d'antan, ça fait plaisir. C'est ça. Alors, dites-nous tout, Ludovic Ferrer, prochaine compétition, parce que là, les gens vont venir maintenant, c'est quand ? Alors, la prochaine compétition, c'est un aquathlon, là, pour les jeunes, qui aura lieu à Saint-Paul, au début du mois d'avril. Et puis après, la prochaine course phare, ce sera le duathlon de Salazie, le championnat de la Réunion, qui part de Brapanon et qui arrive à Elbourg. Et donc là, on attend aussi pas mal de monde, parce qu'aussi, il y a les coureurs. C'est spectaculaire, ça. Ouais. Complètement. C'est très dur. Au niveau vélo, c'est très dur. Oui, je pense. Salazie, Brapanon, Elbourg. Mais on a les cyclistes qui viennent, on a les coureurs à pied qui viennent, et justement, il y a une belle bagarre. Alors, les nageurs un peu moins sur le duathlon parce qu'il n'y a pas la natation. Ils essayent quand même, mais justement, nous, on a cette chance-là avec le triathlon d'avoir tout type de public, les trailers, les cyclistes. Donc, on aura des images de tout ça. On va vous inviter. Bien sûr, mais d'office, Nicolas, c'est départ au Brapanon. Départ à Brapanon, devant chez Nicolas, je crois. C'est Nicolas qui donne le départ, d'ailleurs. Et Philippe va contrôler tout ça, puisqu'il n'y a pas de natation. Voilà, puisque maintenant, anciennement, on avait notre triathlon des cimes, donc dans les années 80. Donc maintenant, il n'y a plus la natation, donc... on a la 03000 maintenant. On a la 03000 qui est une super belle épreuve. Qui part de Saint-Pierre, qui part de Sillaos. C'est ça, qui monte au Piton des Neiges en course à pied. Ça, c'est extraordinaire aussi. C'est vraiment un beau challenge. C'est vrai. Je crois que c'est Os qui a gagné, non ?
La dernière édition, c'est le vainqueur du Tour de Lille, Étienne Tortelier, qui a gagné. Et la première édition, c'était David. C'est ça. Ce qui avait fini. Et il venait de terminer le Tour de Lille. Il était en pleine forme. Il a enchaîné derrière. Et puis il s'est mis au triathlon. On l'a retrouvé au triathlon Verlagon il y a 3 semaines. Avec son frère, non Non, parce que son frère est en métropole. Lui, il y en a un qui est ici et qui gagne le duathlon, justement, au Verlagon. Donc c'était à Trudeau avec aller-retour à Saint-Leu. De belle qualité à pied. Et sûrement un client pour le championnat régional à Salazie. C'est bien. Ouais. En tout cas, on a des athlètes de très haut niveau. Davidos en est même l'exemple. Mais il y en a bien d'autres, peut-être pas comme Davidos, mais d'aussi bonne qualité. On va parler sport co maintenant, Nicolas, d'accord ? On va parler handball. Handball qui est quand même un sport qui nous a donné de grands champions. Et le président est avec nous, président du handball. Et ça nous fait très plaisir, Philippe Alexandrino. Eric était là, vous allez nous dire qui est Eric, qui a fait des stages dans tous les clubs de La Réunion en 1 semaine, 10 jours. Comment ça s'est passé ? Et on verra les images. Oui, alors en fait, il faut savoir que le week-end dernier, en fait, on avait chez nous donc Eric Barada, c'est le responsable de la filière féminine au sein de la Fédération française. Bon, vous avez le DTN, et puis après, de chaque côté, vous avez le responsable de la filière masculine, qui est Pascal Persson, et côté féminin, donc Eric Barada. Et c'est vrai qu'il était venu avec un objectif. Dans un premier temps, il devait visiter Mayotte, parce qu'en fait, il y a une forte demande aussi sur Mayotte, qui développe pas mal le handball, et c'est dans l'objectif de créer un site d'accession. Donc c'est une réflexion qui est menée pour éventuellement l'ouverture d'un site d'accession pour la rentrée de 2023, si naturellement tous les voyants sont au vert. Donc, parce que c'est vrai que quand vous vous orientez vers une telle structure, il faut tant au niveau de l'accueil trouver l'internat, mais aussi les équipements sportifs qui vont avec, puisqu'en fait il faut que ce soit dans un rayon quand même relativement proche. Bon, aujourd'hui on est en train de réfléchir là-dessus, et ce qui est intéressant pour nous à La Réunion, parce qu'en fait c'est une volonté de la Fédération française, c'est nous allons travailler en collaboration avec Mayotte. C'est-à-dire que nous avons, nous, déjà à La Réunion, un site d'accession et un site d'excellence, alors que Mayotte est aujourd'hui le seul département français où il n'y avait absolument rien. Même au niveau des Antilles-Guyane, dans les Caraïbes, vous avez déjà donc, des sites d'accession et des sites d'excellence, tant au niveau de la Guadeloupe, de la Martinique, mais également de la Guyane. Et le but de ces opérations qui ont eu lieu tout le long de la semaine dernière et ce week-end, ce n'est pas de sélectionner les meilleures réunionnaises ou les meilleures mahoaises, c'est de sélectionner celles qui ont le plus gros potentiel. Tout à fait. C'est ça, voilà, absolument. Aujourd'hui, au niveau de la Fédération française, c'est-à-dire qu'on nous demande donc de pointer immédiatement j'appelle ça les forts potentiels, tant au niveau athlétique. C'est-à-dire, en fait, on va rechercher, il y avait une commande donc, de la Fédération française, notamment repérer donc, des gauchers et des gauchères, et puis aussi au niveau donc, du gabarit. C'est vrai que à l'époque, on jouait beaucoup, notamment à La Réunion, sur la vivacité, mais aujourd'hui, c'est vrai que quand vous regardez les personnes qui évoluent en équipe de France, si on veut aller demain rentrer dans ce haut niveau, on est obligé donc, dès les tout jeunes, rechercher immédiatement ce profil-là. D'avoir une certaine taille, un certain poids. Absolument. Et à partir de là, voir ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut voir justement, c'est l'entraînement des filles, la vie d'Éric, la vie des filles qui ont participé à ce stage, et puis la vie de Madame Lambert. Absolument. On regarde ? Absolument, on y va. C'était au port, hein Philippe, c'était au port. Là c'est au port, c'est au gymnase Albus. Un des gymnases du port. C'est un genre d'échauffement de passe à 10 avant que les choses sérieuses ne commencent. Alors là, il faut savoir que nous avons là à l'écran, en fait, donc les jeunes donc, des intercomités. Il faut savoir, on va dire, c'est un peu le début de l'élite. Ça vient de débuter, donc ça se passe bien pour l'instant. On a des joueuses absentes pour cause de blessures sur les matchs de jeunes hier, mais ça, c'est pas grave, on les revoit. Il y a du monde quand même. Oui, c'est très bien, c'est très bien. On est content que les filles soient venues aujourd'hui. Ça va nous apporter pas mal de choses. Bien sûr, il faut qu'elles continuent. On regarde leur progression depuis qu'elles ont commencé les regroupements. Donc c'est une présélection, donc voir évoluer les joueuses. Il a Stéphanie, hein ?
Oui, tout à fait. Alors juste pour mémoire, donc on avait eu là donc Stéphanie Lambert, bon, ex-joueuse donc de l'équipe de France féminine de handball. Parce que la Réunion a fourni pas mal de joueuses dans l'équipe de France. Hein. Absolument. Tant chez les garçons que chez les filles. Alors Nicolas, là vous voyez devant vous les joueuses qui ont les plus gros potentiels à la Réunion. Vous êtes un habitué de l'île de la Réunion? Pas suffisamment certainement, puisque je prends beaucoup de plaisir toujours à venir travailler avec mes amis du handball réunionnais, que ce soit les élus de ligue, les clubs. Hier soir j'étais au Tampon, j'ai vu tout à l'heure je serai au port. Et puis évidemment avec le staff du pôle, Stéphanie Lambert, Cathy Lafosse et toute l'équipe qui travaille avec eux. Donc on essaye de faire en sorte d'accompagner le handball à La Réunion et maintenant en plus de ça dans l'océan Indien, puisqu'on a un projet avec Mayotte pour faire en sorte que tous les meilleurs potentiels mahorais puissent se retrouver dans un site d'excellence qui se retrouverait amélioré qualitativement ici au port, où les installations et le staff nous permettent de développer cette politique de zone océan Indien. Le handball réunionnais, vu que vous les voyez régulièrement maintenant, on peut dire que les progrès sont constants? Non, on peut pas dire que les progrès. Non, on peut pas dire que les progrès sont constants. Parce que la réalité perçue par les Réunionnais, c'est qu'il y a eu une époque dorée du handball réunionnais avec des produits phares comme Jackson, Papa de Casal, Leïla Lejeune, Steph Lambert. Et qu'aujourd'hui, les amateurs de handball à La Réunion, eux, perçoivent un déclin. Et ils le perçoivent notamment souvent dans les résultats des sélections. Mais peut-être qu'ils n'ont pas pris en compte une chose, c'est qu'avant, quand La Réunion partait en métropole, elle allait jouer contre le Languedoc-Roussillon, contre Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, ils jouent contre l'Occitanie. Mais La Réunion, elle, entre-temps, ne s'est associée avec personne, c'est resté La Réunion. Donc, quand La Réunion va aux intercomités, ce sont des oppositions de son niveau contre des départements français. Mais quand La Réunion, toute seule, part aux interligues, c'est l'opposition d'une ligue de 4000 licenciés avant Covid, 3000 aujourd'hui, mais elle va récupérer ses licenciés, ça j'en doute pas, face à une ligue qui en fait 40. Donc évidemment, c'est le combat du pot de terre contre le pot de fer. Donc on a tendance à penser que le handball réunionnais recule, mais le handball réunionnais continue à produire des jeunes filles de qualité. Camille Plante, Elisa Técher sont des jeunes filles qui vont devenir des professionnels de qualité. Donc moi je pense qu'on peut faire mieux, c'est-à-dire que je ne suis pas BA, je pense qu'on peut faire mieux et j'ai une positive attitude vis-à-vis de l'encadrement et du handball réunionnais. Il y a une vraie gouvernance dans le handball réunionnais, le handball réunionnais est dirigé, mais on peut faire mieux, voilà. Un petit mot sur Mayotte, allez. Oui, bah avec plaisir, un petit mot sur Mayotte. Évidemment un territoire vierge. Non, justement, très vivace au niveau du handball. Très vivace au niveau du handball. 2000 licenciés. Alors certainement pour des raisons un peu spécifiques propres à Mayotte, pas de perte de licenciés dans la période Covid. C'est le seul territoire ultramarin où il n'y a pas eu de perte de licenciés. Un handball qui pendant très longtemps a été en souffrance d'une absence de gouvernance. Pas de dirigeants à la Ligue qui puissent structurer ça. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est compensé. Aujourd'hui, il y a une équipe de dirigeants très solide, avec des gens qui sont reconnus dans les instances mahoraises. Donc ça, c'est le premier point. On peut rien construire s'il n'y a pas des dirigeants solides et notamment fiables par rapport au financement des structures. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, un potentiel humain réel. Après, une communauté technique qui est par contre extrêmement divisée. Donc là, il y a un travail à faire pour moi. Et un autre élément qui est un élément sensible, qui est certainement un travail de détection qui n'est pas fait de manière systématique et répétée, ce qui fait que des vrais potentiels peuvent passer au travers des mailles du filet. Et ça va être un combat. Ce que je peux vous dire à date, c'est que le souhait politique du président de la Ligue, Aïroudine Nzizi, d'ouvrir un pôle sport féminin à Mayotte a du sens.
je veux dire, suite à ma visite, après avoir rencontré tous les institutionnels, je sais qu'il a du sens. Par contre, il y a évidemment, au niveau infrastructure, un tel retard à Mayotte, les problèmes sociaux. Donc il y a beaucoup de choses à organiser. Mais par contre, je suis très optimiste. Et ce que je sais, c'est que on va structurer cette filière-là pour que les jeunes Mahoraises qui ont un potentiel pour faire du haut niveau, pas les jeunes Mahoraises qui ont juste un bon potentiel, les jeunes Mahoraises, celles qui ont un potentiel pour faire du haut niveau. Pas les meilleurs forcément de l'instant, celles qui ont un potentiel pour faire du haut niveau. Une structure pôle, elle n'est pas là pour faire, que ce soit à La Réunion, à Mayotte ou à Paris ou n'importe où en métropole, elle est là pour prendre les meilleurs potentiels. Les meilleurs potentiels, c'est parfois les meilleurs de l'instant, mais c'est parfois aussi des gens qui sont un peu moins bons dans l'instant, mais qui ont un réel potentiel. D'abord parce qu'ils ont peu de vécu en balle, parce qu'ils ont des vraies qualités physiques, parce qu'ils sont en évolution morphologique. Vous savez, vous pouvez avoir 15 ans sur la carte d'identité, mais biologiquement, vous pouvez en avoir 13 ou 17. Et il faut être capable de lire ces situations-là. Donc moi, mon souhait, c'est de mettre ici les meilleures Mahoraises en termes de potentiel, celles qui ont une chance de sortir demain. Pas de faire venir un lot de Mahoraises pour le plaisir de faire venir un lot de Mahoraises. Nous rentrerons ici, on va créer un site d'accession à Mayotte et une filière pour développer le handball mahorais sur place. Par contre, celles qui ont une chance d'aller vers le haut niveau, il vaut mieux les associer aux Réunionnaises qui ont une chance d'aller vers le haut niveau. On va densifier et on va donner plus de chance à la fois aux Réunionnaises et aux Mahoraises. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, comme le handball est un sport collectif, quand vous avez 3, 4, 5, 6 Réunionnaises, si on doit les associer à des filles qui n'ont pas le potentiel de haut niveau, forcément, on perd en densité. Donc notre idée, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une politique de zone océan Indien. Comment se passe ce stage? Ben, ça va, c'est bien, voilà. Ça t'apporte quoi? Ben, ça m'apporte des trucs pour mon club et pour peut-être rentrer au pôle ou bien aller en France. Tu penses entrer au pôle, là? C'est le but? Hein? C'est le but? Oui. Ils ont dit que tu as des qualités pour le faire. Oui, mais on a quand même des choses à travailler encore et s'améliorer. D'accord. Donc c'est tout bénef pour toi, là? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre? Ben, qu'il faut se motiver si on veut arriver à un saut. 0-6. Vous vous souvenez, la directive attaque-défense, 0-6. Quelles sont les deux possibilités? Tir de loin, à 9 mètres, exactement. Et deuxième possibilité, tir 6 mètres. Et justement, le but, c'est d'aller à 6 mètres, prendre la balle en front, d'aller dans l'intervalle. Pourquoi? Le pivot va faire des blocs. Voilà. Philippe Alexandrino, Voilà. vous avez déjà vu un sujet aussi long? Tout à fait. Bon, enfin, en tout cas, bon, ça fait plaisir. Et je rebondis sur ce qu'a dit Éric Barada. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, le site d'accession, quand il verra le jour sur Mayotte, ça ne peut être que bénéfique tant pour Mayotte que pour La Réunion. Et il a bien fait d'insister, c'est-à-dire qu'on sait que dans ces filières de haut niveau, on a le site d'accession et le site d'excellence. Il a bien été dit qu'il y aura un site d'accession à Mayotte, mais le site d'excellence restera donc à La Réunion. Donc les meilleurs de Mayotte viendront ici. Ça a été clair. Voilà. Il y a des matchs de hand cette semaine? Absolument, c'est-à-dire nous, le championnat continue. C'est vrai qu'on va dire, après avoir vécu 2 années consécutives un peu au rabais, puisqu'à chaque fois on était obligé donc d'arrêter en pleine compétition. Là, nous avons donc, nous sommes plus ou moins optimistes et nous pensons pouvoir aller au terme de notre saison sportive. Nous avons eu déjà là, au mois de décembre notre première compétition qui était le Trophée de la Réunion, qui était allé à son terme. Là, nous avons repris la première phase du championnat s'est terminée également et nous sommes
sommes là en pleine poule des As et tout se déroule normalement, correctement aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on va dire, on va toucher du bois, hein, les mesures sanitaires devraient nous permettre d'aller au bout. Même si on a tendance à entendre un petit peu que le taux des cas positifs ont tendance à remonter. Mais bon, semble-t-il, c'est vrai que moi je ne suis pas scientifique, hein, on a l'air de nous dire il s'agirait donc peut-être d'une nouvelle variante, peut-être d'après Omicron, et qui devrait être, à mon avis, je l'espère, sans incidence. Nicolas, mot de la fin. Le mot de la fin. L'avant-fin, puisqu'il y a Ludovic aussi. Hein. Bon, espérons de toute façon qu'on n'aura plus ce souci-là. Ouais. Le Covid, de toute façon, il faudrait se mettre dans la tête, c'est pour un certain temps. Donc c'est à nous de composer et le pouvoir public nous donner les moyens pour faire en sorte que toute cette jeunesse-là puisse quand même vivre leur passion. Sinon, qu'est-ce qu'on va développer dans les quartiers, dans les zones urbaines, des clusters de délinquance. Là, ce ne sera plus le Covid, ce sera plutôt la délinquance. Voilà une conclusion pas très optimiste, mais enfin, elle a le mérite d'être citée par Nicolas. Ludovic. Je rejoins Nicolas, on a connu le vivre ensemble, et là, il faudra faire le vivre avec. Le vivre avec. Où il faudra, justement, comme on a dit, c'est le meilleur des médicaments, le sport, et que peu importe le nombre de vagues qui arrivent, à nous de jouer avec. Tenir. C'est ça, à nous de tenir. Voilà, en tout cas, on a bien tenu ce soir, tous les 4, et l'émission se termine. Je sais que ça va vous donner des regrets, et puis on se retrouve demain à 15h et vendredi à 13h. Vous voulez dire encore un petit mot, Nicolas, non? Le mot de la fin, de toute façon, on va laisser la jeunesse à Moi, je l'ai dit. Il a déjà dit. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir reçu, d'avoir permis de parler du triathlon, parce que Philippe a eu un excellent reportage sur le handball. On espère aussi en avoir d'aussi long sur le triathlon. Oui, ça, absolument. Nicolas, à très bientôt. Philippe, pareil. Absolument. Toujours ce qu'il vous reste à faire, revenir ici. Merci beaucoup. La semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas de Top Sport, mais il y aura une rediff d'un ancien Top Sport, peut-être celui d'aujourd'hui, parce qu'il a été bien suivi, les gens nous ont appelés, c'était bien. Et en tout cas, on vous dit bonne semaine. Bonsoir.